2021, et ça, ce chiffre m'a surpris, je vous le donne pour débuter, vous le connaissez peut-être, c'était dans le cadre du salon CX Paris 2022, il n'y avait que 5% des entreprises qui avaient évalué le retour sur investissement de leurs réclamations clients. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on a bien compris l'enjeu de ce que représente la relation client et de ce qu'elle peut apporter aux entreprises? Et c'est justement, ça tombe bien, vous allez me dire, le thème de notre table ronde ce soir. Docteur Batat, je vous en prie, prenez le micro pour commencer. Est-ce que déjà, la fidélisation, oui ça fonctionne, je vous rassure, la fidélisation du client fonctionne comme la fidélisation des collaborateurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir une vraie résonance entre les deux? Est-ce que si l'on est bon dans sa relation client, on est bon dans sa relation et son management en interne? Alors, il y a deux approches différentes, mais il y a un commun qui est donc l'humain. Donc, on travaille sur un humain, un être humain. La façon de fidéliser un client et la façon de fidéliser un employé, il faut qu'il y ait une cohérence, en fait, parce qu'il faut qu'on communique la même valeur. Ils ont la même valeur. Si vous voulez que votre client ressente l'ADN de l'entreprise, il faut, dans un premier temps, inculquer l'ADN de l'entreprise dans le client, dans l'employé qui va la communiquer. Après, pour faire ce travail-là, il faut aussi le valoriser, il faut aussi le considérer, et puis aussi, il faut travailler sur des leviers. Donc, à un moment, il faut considérer à la fois l'employé, mais aussi l'être humain en dehors de cette entreprise. Par exemple, aujourd'hui, suite à ce Covid, on va vers un profil hybride dans les employés. L'employé qui veut être très performant dans son entreprise, bien servir les clients de l'entreprise, mais aussi l'employé qui veut exister en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc, l'entreprise ne doit pas se voir dans un conflit d'intérêts. Il travaille pour lui, il travaille pour moi. Non, l'entreprise qui va réussir et qui va le faire impliquer vis-à-vis des clients, et donc dans cette transmission, c'est aussi l'entreprise qui va le empower, qui va lui donner le pouvoir pour construire sa carrière d'auto-entrepreneur et gérer les deux carrières. Et les deux carrières sont compatibles. En effet, là, depuis Covid, on a vu surtout aux États-Unis plusieurs employés qui avaient plusieurs jobs à la fois. Mais ça ne veut pas dire, ça remet pas en question l'engagement vis-à-vis de l'entreprise et l'engagement vis-à-vis des clients de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a un travail de transparence, mais aussi un travail de faire élever les employés, de les considérer et aussi de diffusion de la culture. On peut pas dire quelque chose, communiquer quelque chose pour les clients et appliquer une politique RH dans un autre domaine. Donc, à un moment donné, il faut une cohérence de l'ensemble qui va dans la valorisation à la fois du client, de l'employé, mais aussi de l'ADN de l'entreprise. Docteur Batat, je vais revenir vers vous. Vous m'y ferez penser parce que ce que vous dites me fait penser aussi au télétravail. C'est-à-dire que maintenant, on a aussi des salariés qui sont à distance comme les clients. Mais on va y revenir tout à l'heure. Juste Bernard Laporte, puisqu'on parle finalement le client et évidemment aussi le collaborateur. Et là, il faut être en corrélation vraiment sincère, j'ai envie de dire, je pense aujourd'hui, pour pouvoir avoir un retour sur investissement, que ce soit payant pour le recrutement des collaborateurs et qu'on arrive à toucher son public aussi pour pouvoir faire du business. Là, il faut être honnête dans la démarche. On peut pas se tromper. Quand on véhicule ce genre de valeurs, évidemment, on a vu des femmes de toute corpulence, on voit bien que c'est aussi un combat pour l'émancipation féminine. Enfin, il y a toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs morales pour le coup. Oui, en fait, ça me surprend pas et bravo pour le prix des Cannes Lions. En même temps, cette publicité-là, il y a une logique, il y a quelque chose à expliquer. En fait, on est passé d'un modèle aspirationnel où tout est beau, tout est sympathique, émotionnel, etc. et irréaliste, on sait très bien. L'être humain ne se connecte pas avec le parfait, il se connecte avec l'imparfait, l'imperfection attire, parce qu'on est des êtres humains et on se définit, je sais pas qui peut se définir comme étant parfait, mais bon, on a plus une empathie qui se crée de manière aussi assez automatique avec quelqu'un qui a des défaillances humaines qu'on peut excuser et qui peut faire émerger cette empathie partagée. Donc dans le modèle récent, on est sur l'hyperréalisme qui peut se traduire à travers l'empathie qu'on la retrouve ici, le combat d'une marque. Une marque, elle doit être authentique, réaliste et en phase avec les valeurs de la société. On ne peut pas vous promouvoir une vie de femme. Et d'ailleurs, ce que Nike a fait la dernière fois, montrer une femme qui court à 2 heures du matin. Je sais pas qui va courir à Paris à 2 heures du matin. On se fait massacrer ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est pas réaliste. Donc il y a eu un rejet en fait. Et là, toutes les femmes, elles étaient là. Est-ce que vous allez vous réveiller parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous allez courir? Non, c'est pas la réalité d'une femme. Mais s'ils ont montré la réalité, là, on va
pouvoir empathir avec une marque qui se soucie en fait de la réalité de la femme, qui est donc quand elle sort dans la rue. Je suis pas là pour faire le combat des femmes, mais juste parce que j'ai pensé à cette pub assez irréelle. Et côté employé, c'est très important parce que on a aussi honte et on a une fierté quand une démarche publicitaire créative qui fonctionne bien, qui attire un public, l'employé il va s'identifier dans la marque et donc du coup il va promouvoir la marque, il va devenir un ambassadeur, un opinion leader pour la marque aussi. Donc, et puis aussi on peut se cacher parce qu'on a remarqué aussi dans certaines entreprises, quand vous commencez à parler à l'employé, à un vendeur, il va pas dire nous, telle entreprise X, il dit eux. Mais je dis mais eux c'est vous. Enfin, et c'est là où on voit qu'il y a une distanciation des valeurs, parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans les valeurs, parce qu'on peut-être on traite pas les clients bien, etc. Et donc là, l'idéal, c'est à travers la communication, mais aussi ce que Monsieur Seguela a fait dans sa publicité, c'est le transfert du storytelling vers le story doing. Donc là, on fait vivre Adidas. C'était pour Adidas, c'est ça? Oui, c'était Adidas. Oui. Donc là, on fait vivre la liberté des femmes. Vous pouvez nager. On va pas juste vous le dire que vous êtes de telle ethnicité ou de telle corpulence, etc., etc. Là, avec Adidas qu'ils ont construit, on va vous faire vivre cette expérience où on va vous montrer nos valeurs. En fait, on va partager ces valeurs avec vous. Donc, je pense que c'est ce passage-là, mais il faut être dans l'authenticité. Ou bien il y a une autre approche à faire aussi, avec laquelle on connecte assez rapidement. C'est l'autodérision. Quand vous êtes dans l'autodérision, on arrive à connecter avec la marque, mais aussi à porter en tant qu'employé, à porter les valeurs de la marque et les communiquer à l'externe. L'autodérision, ça marche assez bien aux États-Unis, un peu en France, parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'humour sur soi-même ou du recul sur soi-même. Soit on est sérieux, soit on l'est pas. On n'est pas entre les deux. Oh, ça marche pour le client comme pour le collaborateur. Dans les deux cas, ça marche. Donc, oui. Si l'entreprise, elle est dans l'autodérision, par exemple, vous avez un mauvais service. Il faut pas faire une conférence et nous dire qui est le responsable si le client a vécu une mauvaise expérience. Il faut juste reconnaître et aussi parfois dans votre publicité, vous pouvez dire on sait, nous, on est défaillants par rapport à ça, on vous a fait vivre, etc., etc. Et donc là, on arrive avec humour à se connecter parce que l'humour, ça marche toujours en fait. Et aussi quand on a une authenticité, une approche assez honnête avec le consommateur final et qui se traduit aussi en interne. Oui, parce qu'on peut dire aussi à ses salariés, je sais, j'ai pas bien agi ou j'ai pas bien fait ce qu'il fallait faire. Oui. La grande différence, c'est que dans le film des années 80, il y a le produit, il y a la voiture, et une voiture SUV. Ça existait avant le télétravail, mais il y avait en France 4% de télétravailleurs réguliers, il y en a 20% aujourd'hui. Donc évidemment, le phénomène n'est plus le même. C'est la même relation qu'on entretient finalement avec un salarié à distance dans sa façon de manager, de créer de la valeur, de créer de la motivation, qu'avec un client qui est en contact avec vous et qui est satisfait ou pas du produit que vous proposez ? C'est vrai que le monde hybride dans lequel on vit, que ce soit côté consommateur, client ou côté employé, ça pose des questions sur une fonction principale, c'est le rôle du manager. Ça a quel sens à partir du moment où vous êtes plus en contact avec les équipes sur place? Et puis aussi, il y a l'engagement, la notion d'engagement qui se traduit, comment on arrive à la traduire dans le digital et dans le physique. Donc là, pour moi, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on va être impliqué, est-ce qu'on va faire son travail, est-ce qu'on va satisfaire le client. C'est comment connecter les points entre le physique et le digital. Donc là, pour connecter ces points-là, on est plutôt dans une approche phygitale. Une entreprise qui va se poser la question comment c'était en entreprise et comment on va réussir à traduire ça dans le digital pour créer le lien, on va pas finir juste par dire on va adopter des plateformes type Zoom ou autres pour mettre les travailleurs en connexion avec l'entreprise ou les clients avec l'entreprise. C'est une sorte de mix de plusieurs connecteurs. On appelle ça des connecteurs. Les connecteurs, on peut avoir 4 types de connecteurs. Il y a le connecteur digital, donc tout ce qui est application, digital immersif, la réalité augmentée, etc. Il y a le connecteur humain aussi, qu'on va intégrer, ça peut être des événements, ça peut être des formations RH. Il y a le connecteur physique, c'est le lieu dans lequel se passe l'expérience, que ce soit client ou l'expérience en entreprise. Et puis il y a le dernier connecteur, c'est le connecteur média. Et donc là, on est sur la communication, où là, on passe de la façon de communiquer, de la façon informationnelle vers l'emphase. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on va pas communiquer, on est l'entreprise
entreprise qui prend soin de ses salariés. Non, ça on part, si on est employé, c'est une évidence en fait. C'est pas un plus ou une révolution ou un besoin. C'est autre chose. C'est plutôt dire je suis l'entreprise qui vous comprend. Je suis l'entreprise qui sait que tu sais que je sais. Donc c'est quoi ce truc, le entre-soi, que ce soit avec le client ou avec les salariés. Moi je pense dans l'hybride on se pose pas les bonnes questions. Les bonnes questions c'est pas d'être loin ou près. On peut être loin et très impliqué et on peut être près et désimpliqué. Donc on peut être dans une réunion et être sur son portable et pas capter. Mais qu'est-ce qui va capter? C'est l'humain. Et c'est là où on réalise dans ces connecteurs, les 4 connecteurs, le connecteur qui a le plus de puissance, qui va réussir à réengager, que ce soit le client ou l'employé, c'est la formation de l'humain à comment communiquer cette empathie, mais aussi faire élever. Parce que être empathique, je ne sais pas si vous faites la différence entre l'empathie et la sympathie. Vous voyez à peu près. Alors là, je vais donner un exemple, vous allez peut-être comprendre, et on n'est pas beaucoup à être empathique, parce que tout le monde, quand on pose la question, on dit est-ce que vous êtes empathique? Oui, je suis empathique, parce que ma famille me dit que je suis empathique. Donc la sympathie, c'est quand vous avez, vous captez parce qu'il y a plusieurs notions, il y a la compathie, la compassion, la mempathie, la transpathie, et j'en passe. Là, on va s'arrêter. Je vais juste faire la sympathie et l'empathie. La sympathie, c'est quand vous captez l'émotion. Je vous dis, je suis fatiguée, j'ai marché toute la journée avec mes talons et je suis fatiguée. Et là, vous allez me dire, je comprends, c'est dur. Ok, là, sympathique. Est-ce que vous avez réglé mon problème? Non. L'empathie, vous allez dire, oui, je comprends. Et là, vous allez me dire, tu sais, j'ai des ballerines où il y a une boutique qui vend des chaussures à 20 €, des flats pour eux. Parce que là, vous ressentez la douleur tellement que c'est comme si c'était vous, que vous allez faire quelque chose. Et quand vous êtes dans la souffrance, en tant qu'être humain, vous arrêtez tout et vous faites la chose pour régler le problème, pour continuer. Donc, l'empathie, c'est la créativité et le problem-solving approach. Donc là, vous allez régler le problème. Pour régler ce problème-là, vous allez faire appel à votre créativité. Et puis là, la créativité, on la retrouve dans sa vie de tous les jours, mais aussi à travers l'univers publicitaire, etc., etc. Jacques Séguéla, par rapport à ce que disait le docteur Batat, là, c'est vrai qu'il y a un élément qui a dû perturber un peu le monde de la communication par rapport aux marques, puisqu'on parle de valeurs, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que d'un seul coup, la communication, le bad buzz, la mauvaise publicité, voire la relation directe, se passe en dehors de la communication, on va dire, établie que peut représenter une agence de publicité. Oui, et puis surtout, c'est la fange de la communication. D'ailleurs, les annonceurs, de plus en plus, retirent. Qui est vraiment le plus en adéquation avec le monde de l'entreprise. Alors, c'est intéressant ce que dit Bernard Laporte, et puis on s'approche de la conclusion de cette table ronde. Je voudrais la faire avec vous, docteur Batat, parce que ça nous ramène évidemment au thème de notre discussion ce soir. Ce que dit Bernard Laporte là, c'est si on le ramène à l'entreprise, à la connaissance de la relation client, et puis au management en interne. Ça veut dire que quelque part, ceux qui s'occupent de la relation client aujourd'hui devraient peut-être être au-dessus, ou en tout cas en responsabilité de la DSI d'un côté. Vous avez parlé des réseaux sociaux, évidemment de l'ampleur du digital et du phygital, des RH aussi, c'est-à-dire d'inculquer cette culture du client, client first, vous pourriez dire ça à New York, mais dans le management pour générer du chiffre d'affaires en fin de compte aussi. Oui, client first, mais en même temps, aujourd'hui à New York, on est en train de critiquer les clients. Donc le client peut avoir des torts aussi. Donc est-ce que c'est le problème de l'entreprise? Est-ce que c'est le problème de l'entreprise? Oui, malheureusement pour vous. Idéalement, là où on va dans les 10, 20 années à venir, c'est plutôt vers un modèle holistique. La business experience ou l'expérience client, c'est quelque chose qui s'intègre dans l'entreprise. C'est l'organe en fait de l'entreprise, et le reste, c'est organisé autour de cette fonction. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fonction? On n'a pas encore formé le profil qu'il vous faut pour cette fonction. Soit vous êtes des marketeurs, soit vous êtes des communicants, soit vous êtes la DSI parce qu'on rapproche ça à la user experience, et c'est pas du tout la même chose que la customer experience et le business experience. Donc, idéalement, c'est créer une formation
pluridisciplinaire, ce qu'on est en train de former aux États-Unis, pas encore en France. On a fait le rapprochement entre ingénieur et business school pour l'instant, mais on n'a pas évolué dans le sens où on va intégrer toutes les disciplines pour pouvoir créer cette fonction. On va avoir un ingénieur qui va communiquer avec un marketeur, qui va communiquer avec un financier, qui va communiquer avec un RH. Donc là, la fonction expérience client, c'est un profil à définir. On n'a pas encore formé ce profil-là dans le monde universitaire ou des business schools, mais ce profil-là va émerger parce qu'il y a des problématiques souvent quand vous avez une problématique client, c'est une problématique RH. Et moi, quand je suis approchée par les entreprises, là où j'étais assez surprise en France, c'est souvent ceux qui font appel à moi pour expérience client, problématique expérience client, c'est le service communication. Et j'ai envie de leur dire, mais vous faites quoi là-dedans? Et le marketing, il est où? Donc moi, je m'attends au marketing où souvent, aux États-Unis, c'est la DSI, c'est les IT. Donc je travaille avec des ingénieurs qui font des algorithmes, qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de notion de client, mais ils veulent apprendre sur l'usager. Donc si on ne forme pas ce profil-là, les ingénieurs, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs, sont en train de se former et ils sont beaucoup plus compétents et ouverts en fait, ouverts à cette approche parce qu'ils veulent comprendre comment un client il va s'approprier leurs outils. Donc voilà, idéalement aller vers un département holistique dans l'entreprise, on a plusieurs compétences. Holistique, vous voulez dire un écosystème quoi. Tout à fait, de manière intégrative. Après, la problématique qui va se passer, c'est comment faire cohabiter toutes ces compétences et tous ces backgrounds qui sont assez différents. Donc là, vous aurez une autre fonction à créer de manière à créer un peu une harmonisation côté RH, mais aussi côté diffusion de la culture organisationnelle. Merci beaucoup. On va vous laisser à votre dîner. Juste un mot, bien sûr, Jacques. En conclusion, non? En conclusion, je crois que le mot le plus important qui a